C'est bon, on nous entend. Salut à tous, bonjour à Ouais, tous. salut. Bienvenue dans le rendez-vous en terre de jeu un peu particulier aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je reçois quand même deux grosses personnalités dans les jeux de société. On reçoit, on reçoit Bruno Catala qui est là depuis maintenant. Grosse, c'est pas très sympa, grosse. Enfin, Non, T'as c'est vachement, t'as vachement maigri en plus cette année, Bruno, non? du poids, tout ça, il lui dit grosse personnalité, c'est pas sympa, quoi, la merde. grande personnalité alors. Et excuse-moi, tu as tout à fait raison. Et donc oui, aujourd'hui donc je reçois Bruno Catala et je reçois Théo Rivière, donc qui nous ont fait voyager pendant pas mal d'années. Parce que moi j'ai dit une petite erreur tout à l'heure à Théo, je lui ai dit bah écoute, en 2019 t'as sorti ton premier jeu. Non non, 2013. Et Bruno, toi maintenant, ça fait quelques années pour toi. Mon premier jeu, Son premier jeu, c'était en octobre quelle 2002. octobre 2002. Et c'était Ni foi ni loi. Et enfin, Sans foi ni loi, c'est le premier jeu que j'ai créé, mais historiquement, c'est pas celui qui est sorti en premier. Lui, il est D'accord. sorti en 2003, et en fin 2002, c'est Guerre et Belle, Tony Etino et Drake qui sont sortis tous les trois le même jour. Ça c'est Bruno, il respect. commence, il sort son premier jeu, c'est 3 jeux d'un coup, quoi. Direct, il triche un peu, quoi. Enfin, Alors après j'ai pas envie de quand je dire, voulais non plus, quoi. mais Bruno, j'ai envie de dire, enfin, j'ai pas calculé. J'ai essayé, franchement, je me suis dit, je vais faire le défi de calculer tous les jeux que Bruno il sort à l'année. Combien il a fait de jeux depuis qu'il a commencé. J'ai laissé tomber. C'est énorme tout ce que tu as fait, hein. Entre les extensions, les jeux de société, enfin, tous les En associations que tu as nombre fait. d'applications, je sais pas, ça doit être quelque chose comme 130 peut-être. Donc, soit une centaine de jeux, une trentaine d'extensions, sans doute quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas exactement, puis je m'en fous en fait. Non, non, c'est clair. Après, bon, d'un certain nombre, tu t'en fous, mais bon, bravo à toi quand même. Enfin, parce que là, pour la petite Voilà, anecdote. ce que je veux dire par là, ce qui est important quand tu es auteur, c'est le nombre de créations que tu fais, c'est la pénétration, entre guillemets, enfin, c'est est-ce que ces jeux sont joués. Bien sûr. C'est est-ce Mm. sûr déjà, parce que faire 10 jeux dans une année, puis qui sont tous oubliés 2 mois après, bah, youpi, quoi. Par contre, un jeu qui s'installe et qui dure sur 1 an, 2 ans, 10 ans, alors là, ça c'est autre chose. Et ça, pour moi, mon Graal, il est là, personnellement. C'est même pas le nombre de ventes, c'est le fait que le jeu continue à vivre, en fait. Ouais, clairement. Bon, et puis de ce côté-là, toi, t'en as fait qui dure depuis maintenant pas mal d'années, clairement. Et puis toi aussi, de ton côté, Théo, toi, t'as fait quand même, comme on disait tout à l'heure, une année 2020 qui était quand même assez haute en couleur pour toi, parce que tu nous as fait du The Loop, du Draftosaurus, puis là, quand même, deux jeux qui ont été nommés aux As d'or. À vous deux déjà, à vous deux réunis, vous avez fait trois jeux qui sont aux As d'or. Donc de ton côté, pour toi, Bruno, je suis en train de perdre ma voix, tu as fait Dragomino, Torah avec Wilfried et Marie-Fort. exactement. Donc c'est un jeu catégorie enfant, donc c'est pas ton premier, mais c'est... Catégorie enfant, je m'y suis pas tellement frotté, en fait, hein, jusque-là. C'est quasiment une première pour moi, en fait. Hmm. En ciblant vraiment cette tranche d'âge, puisque celui-là, c'est un vrai jeu enfant, dans la mesure où les enfants, une fois qu'ils ont fait une première partie, ils peuvent le jouer en autonomie, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux de la liste, en l'occurrence. Mais si, il est vraiment ciblé sur ce créneau-là, et là, pour moi, c'est une grande première. C'est la première fois que je me frottais à ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'expertise de Wilfried et Marie a été précieuse. Oui, oui, oui. Vraiment avoir un guide qui connaît déjà bien le truc, mais bon, c'est un, voilà, c'est un jeu donc, qui a été nommé aux As d'or, les résultats sont bientôt. Donc on en parle aussi tout à l'heure entre nous. Et puis pour toi aussi, de ton côté, Théo, toi aussi, donc tu as deux jeux qui sont attendus aux As d'or. Deux jeux, donc un que je trouve vraiment sublime. Alors attends, je vais le mettre en photo. Et puis qui a pas mal tourné aussi sur Instagram et qui est, j'arrive. C'est Détective. Non, non, c'est même pas celui-là. Il est où? Le mystère duquel des deux, Bah, il y avait Détective Charlie déjà. et, Voilà, qui est effectivement un peu moins, qui est très joli, qui est moins visuel que La Maison des Souris, c'est celui-là qui que je repose cherchais. énormément sur sa scénographie, pour le coup, où vraiment on a essayé de réfléchir pour que, dès le départ, donc que je co-signe avec Élodie Clément, dès le départ, on a réfléchi pour que la mise en scène du jeu est presque aussi importante que son game design, ou du moins les deux étaient liés dès notre réflexion de départ. Là où Détective Charlie a une petite mise en scène qui marche et qui est
un tout petit peu en 3D et qui est mignonne, et qui a des très belles illustrations de Piper Thibodeau. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est Jonathan Oconte qui illustre La Maison des Souris et qui a fait un boulot démentiel pour le coup. Complètement. Mais Détective Charlie est plus classique que la Maison des Souris dans cette mise en scène, quoi. Mais la Maison des Souris, l'idée était déjà de base de prendre la boîte de jeu et on cache tout dedans. C'était ta première idée. Ouais, dès le départ, le seul truc qui a plutôt évolué, c'est quand moi je fais le premier proto et quand j'y réfléchis, je visualise le jeu comme jouant dans une seule grande pièce. Et donc on avait un paravent et on regardait dans une pièce avec une cheminée, une table et un porte-manteau, je crois. Oui, c'est Euh, ça. et ça marchait pas si bien de jouer dans une seule pièce. Et quand Elodie m'a rejoint et quand elle a sauvé le proto, en fait, parce que c'est pas un secret, Elodie est aussi ma conjointe, et donc elle est rentrée de son boulot, je lui ai dit: Ah, j'ai fait un proto aujourd'hui, il est tout nul, mais j'aimais bien l'idée. Ça s'appelait La Maison de la Sorcière, ça ressemblait à ça, mais ça marche pas du tout. Et c'est elle qui m'a dit: Ah, mais t'as pensé, au lieu de faire dans une seule pièce, on pourrait faire une petite maison, enfin, tu pourrais faire d'ailleurs à l'époque, une petite maison, et il y aurait plein de pièces différentes, et puis on regarderait dedans, et puis il y aurait ça et ça. Et c'était la première fois, Elodie a joué à tous mes jeux, et forcément, et me donne souvent des conseils de création, où je lui ai dit: Bah ouais, en fait, grave, mais faut que tu sois co-autrice, parce que là, en fait, tu m'as donné trop d'idées. Moi, le proto, j'allais le jeter à la poubelle. Là, ton idée de jouer dans une maison, c'est infiniment mieux, et j'aurais jamais pensé. Vas-y, on le fait tous les deux, et on bosse tous les deux dessus. Et qu'est-ce que Et c'est donc, beau. ouais, j'avoue que c'était un truc, c'était assez chouette. Ça a fait une belle histoire. Il y a eu vraiment un truc de Elodie a sauvé le proto parce que clairement, alors je l'aurais peut-être rattrapé plus tard, mais sur le coup, moi, j'étais plutôt démoralisé. Et en même temps, il y avait ce côté de ouais, on va fusionner et on va discuter sur des différentes étapes ensemble pour la première fois, ce qui était assez agréable. Bah complètement. C'est un jeu qui est vraiment magnifique. Et donc en tout cas, bonjour à tous sur le chat, bienvenue. Et puis surtout, si vous avez des questions à poser à Théo ou à Bruno, évidemment, les questions sont les bienvenues. C'est le moment d'en profiter. Et en tout cas, moi, messieurs, je vous remercie d'être venus. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai une question en tout cas. Alors attendez, je prends ma petite liste de questions pour pas dire n'importe quoi. Hop. Donc bon, la question est un peu facile, pas obligatoirement facile, mais c'était quoi votre premier jeu à succès? Parce C'est quoi que, bah Alors, alors, commençons ça par Bruno. s'appelle un succès, en fait. Le premier jeu qui va dire, on parle de Bruno Catala un peu partout. Suite, en fait, parce que pour le coup, je parle dans le milieu, hein, j'entends, hein, Bien sûr. dans notre microcosme, parce que quand tu sors de nulle part, que personne ne te connaisse, ce qui était mon cas, et que tu as un éditeur qui annonce la sortie de 3 jeux d'un même auteur, bah forcément, ça fait parler sur Internet tout de suite. Clairement, avec déjà à l'époque, et ça date, hein, des commentaires du genre, en gros, c'est le fils à qui ou il couche avec qui pour voir ça. Je me rappelle d'une phrase, c'était comment un éditeur comme Jeux des cartes, parce qu'à l'époque, Jeux des cartes, c'était quand même le gros éditeur du moment, hein, comment un éditeur comme Jeux des cartes peut-il prendre le risque de sortir 3 jeux d'un auteur inconnu? Il y a quelque chose de louche là derrière. En fait, t'es arrivé, t'as En cassé le termes game. de notoriété à l'international, le jeu qui me donne une notoriété à l'international, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. Complètement. Je pile expert d'ailleurs avec Serge Laget, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais pour autant, c'était ça. Et pour ceux qui ne savent pas, Serge Lager a fait aussi un jeu qui a cartonné en 2020, c'est Nidavellir. Donc, c'est un jeu qui fait Excellent jeu. énormément, excellent jeu qui a fait beaucoup parler de lui aussi, puis l'extension qui est sortie récemment. Et en parlant d'extension aussi, toi Théo aussi, tu as fait un jeu qui a fait son petit bruit aussi, c'est Draftosaurus. Ouais, Qui je pense est, que effectivement, c'est peut-être celui qui a fait le plus parler de moi pour le coup, qui m'a aidé c'est à ça, essayer. ouais. Bah après, on va revenir plus tard, mais tu as fait un autre jeu, alors lui qui a fait encore plus de bruit que Draftosaurus. Mais là, on va rester sur Draftosaurus. Donc, Draftosaurus est sorti avec ses petits meeples en dinosaure. Et t'es venu avec 2 extensions directement, début d'année. Ouais, alors Drafto est sorti quand même c'est 2018, je pense, la sortie. Ouais, Donc il y a un peu de temps qui est passé, mais dès que le jeu a commencé à plutôt bien fonctionner, donc c'est un jeu que je co-signe avec la team Kaedama, donc Corentin Lebras, Antoine Boza et Ludovic Maublon. Et très vite, on s'est dit, bah, le jeu fonctionne, est-ce qu'on a des idées pour faire des extensions? On s'est un peu posé dessus tous les quatre en se retrouvant à Valence, où on se retrouve régulièrement quand on a le droit de voyager. Et puis, enfin plutôt quand j'ai le droit de voyager d'ailleurs. Et très vite, on est arrivé avec 2 idées d'extension qui nous plaisaient bien. Et puis on les a proposées toutes les deux en Kama en se disant, bah,
Faites comme vous voulez, nous on préférerait faire 2 petites extensions plutôt qu'une grande extension à tiroir, ce qui était l'autre possibilité. Et puis Ankama est plutôt parti sur faire 2 petites extensions et des sorties en même temps, pour que les gens puissent gérer un peu comme ils veulent, s'ils veulent acheter les 2 en même temps, ou s'ils veulent patienter, en acheter une puis l'autre. Complètement. Et donc les 2 sont sortis juste là, il y a quelques semaines pour le coup. Oui, non, mais de toute façon, c'est deux petites extensions qui sont intéressantes sur le côté de pouvoir améliorer l'univers, parce que c'est un petit jeu rapide à la base. Dwarf of the Rus, c'est un petit jeu qui dure une petite demi-heure. Et là, ça te permet de développer encore un jeu ça me rappelle un petit jeu aussi chez toi, Bruno, hein. Un petit jeu qui est assez rapide, et puis qui, là, aujourd'hui, a pris 2 extensions aussi de son côté. C'est un petit Seven Wonders Duel, un petit jeu assez répandu maintenant chez les joueurs. Alors c'est assez différent quand même parce que comment dire, l'histoire est très différente. Draftosaurus, il Oui. crée un jeu de pièces. C'est Antoine qui m'invite à travailler avec lui sur une adaptation de joueurs de son 8. Donc, du coup, c'est différent. Et puis en plus, ça cible pas du tout le même public parce que c'est pour moi, même s'il a le succès qu'il a et qui est génial, ça reste un jeu d'expert. Oui. Voilà, pour moi. Alors que Draftosaurus, c'est vraiment le prototype absolu du jeu familial, quoi. Donc, c'est assez différent. Non, mais je parlais vraiment sur le fait que tu as le jeu de base, et puis aujourd'hui, maintenant, tu as 2 extensions qui viennent compléter un jeu, qui font maintenant aujourd'hui quand même un jeu assez costaud, du fait si tu prends les 2 extensions avec le jeu de base. Donc c'est très très intéressant. Je raisonne toujours en univers, en fait. C'est-à-dire que les extensions, elles viennent pas comme ça parce qu'il faut faire Non. des extensions. C'est que quand je suis dans un système de jeu dans lequel moi, je suis bien, en tant qu'auteur, j'ai pas envie de quitter. Et donc, toujours envie moi-même, parce que de toute façon, mon seul guide, c'est de faire des jeux que j'ai envie de jouer. Et comme mon goût, c'est d'y revenir et d'y revenir encore, ben, les extensions, je les fais au premier degré pour moi-même. Et après, j'essaye de les partager. C'est ce qu'on a fait c'est ce que j'ai fait sur Five Tribes, parce que Five Tribes, on peut dire, c'est pareil. C'est ce qu'on a fait avec Charles sur Abyss. C'est ce qu'on a fait avec Ludo sur Daystone. C'est ce qu'on a fait avec Ludo sur Cyclades, etc., etc. Donc, en fait, on peut développer ça sur l'ensemble, sur un certain nombre de mes univers, si tu veux. Et en fait, pour moi, c'est parce que je raisonne Imaginarium, c'est le cas actuellement. Ouais. C'est parce que je raisonne l'univers. Et il pourrait même avoir, ça va être le cas sur l'Imaginarium, à l'intérieur d'un même univers, des jeux qui sont liés les uns aux autres. C'est simplement différents jeux dans le même univers. Complètement. Bah, tu fais bien de revenir moi sur Imaginarium parce que c'est un des jeux que j'ai beaucoup aimé son univers et j'ai vu que tu avais mis sur Instagram. Alors on parlait tout à l'heure de partager. Non, j'ai pris ça, mais toi je pense que t'as encore mieux. Voilà, c'est ça. Nicodemus. Et ce jeu, bah, alors là par contre, il me tente carrément parce que déjà d'une j'adore l'univers, mais là au moins c'est un jeu de 2 joueurs, pas plus. On est d'accord, hein. C'est un pur 2 joueurs, effectivement. Dans l'univers d'Imaginarium, on va retrouver certaines choses qu'on connaît, mais c'est un jeu qui a son ADN complet et qui n'est pas lié qui est totalement indépendant. C'est aussi différent que Seven Wonders Duel par rapport à Seven Wonders, c'est-à-dire que c'est pas pareil. Voilà, Non, mais voilà, moi franchement quand j'ai vu la photo que t'as mis sur Instagram, je fais oh, je reconnais cet univers en mode 2 joueurs, je fais oh, ça par contre ça c'est magnifique, clairement. Donc j'espère que ça te plaira surtout. bah écoute, hein, ça c'est le temps le dira, mais bon je m'inquiète pas. Enfin déjà un univers réussi en mode 2 joueurs, ça peut que être intéressant, ça c'est sûr et certain. Mais ça, il y a une date de sortie ou pour l'instant c'est que du proto? Année, puisque là le jeu est totalement illustré. Si j'ai reçu cette boîte là que j'ai montré, c'est ce qu'on appelle un prototype éditeur. C'est-à-dire qu'un éditeur, c'est du vrai matériel imprimé de façon professionnelle. Pour autant, là, comme tu as pu le voir, la boîte, c'est une boîte en carton pourri, hein, je veux dire, sur laquelle on a mis un sticker pour faire genre. En fait, ça sert à en fabriquer, mettons, une cinquantaine à peu près, et à les envoyer aux différents partenaires à l'international, c'est-à-dire aux distributeurs, pour une règle écrite et tout ça. Donc, ça leur permet, eux, de jouer très en amont le jeu dans les meilleures conditions et de se positionner sur, nous, par exemple, pour, je vais dire n'importe quoi, pour la Pologne, j'en prends 1000. Pour le Canada, j'en fais 2500, etc., etc. Et que du coup, ça permet à l'éditeur ensuite de faire son tirage de façon, comment dire, assez entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir savoir s'il faut plutôt qu'il fasse un tirage de 5000, 10 000, ou rêvons, si on était dans un cas d'un Seven Wonders Duel, 70 000, tu vois, par exemple. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je trouve Mais voilà.
quelque chose que je trouve très dur pour un éditeur, je suppose, bon, sauf s'ils savent que ça va marcher, mais c'est vrai qu'en 2020, énormément de jeux sont très très vite en rupture. Euh, c'est assez, c'est assez dingue, parce que je veux dire, il y a des jeux qui... Bon, je comprends, s'il y a des risques. Comme tu dis, donc toi, par exemple, un jeu peut très bien être édité à 70 000 parce qu'on sait que ça va marcher, et il y a des jeux qu'on va voir peut-être qui vont être... Enfin là, par exemple, je prends l'UR qui vient de sortir, et il est déjà en rupture quasiment partout, alors qu'il est sorti... Enfin, moi, je peux laisser Théo parler, hein, je veux dire, mais c'est totalement imprévisible. Mhm. C'est-à-dire qu'en étant volontariste, tu te dis, putain, je fais un tirage de 15 000. 15 000, d'abord, premièrement, il faut avoir les finances pour un petit éditeur pour balancer 15 000 boîtes, hein, déjà. Puis tu serres les fesses, hein, parce qu'il faut savoir quand C'est un même coup que de tu es poker. trésorier pendant un certain temps. Parce qu'entre le moment où tu as payé, parce que toi, quand tu as engagé la production, tu as payé. Sauf que les boîtes, tu vas les recevoir 3 mois plus tard. Mhm. Tu vas aller chez ton distributeur qui lui-même va te payer 2 mois plus tard, si elles sont vendues tout de suite. Donc en gros, pendant 6 mois, tu es banquier, hein. Ouais. Le risque financier, il est assez énorme, si tu veux. Et tu dis, j'en ai fait 15 000. Ben, 15 000, je suis couvert pour une année ou pour un an et demi, ou enfin, tu sais pas. Et puis d'un seul coup, sur ce jeu-là, il y a un buzz, on ne sait pas pourquoi. Et 3 semaines après, c'est fini. Et tu fais comment? Tu ne peux pas le savoir en avance. C'est impossible. Non, ça c'est Alors les sûr. gens, ils râlent, ils pleurent, ils disent c'est scandaleux, vous ne savez pas faire votre métier, etc. Sauf que si c'était eux qui devaient mettre l'argent pour faire la production, je peux te garantir qu'ils ne feraient même pas la moitié des boîtes qui ont été produites. Non, mais ça, c'est important de le dire aussi, expliquer aux gens que le fait qu'un jeu aujourd'hui, en 3-4 jours, il est plus disponible, ça c'est clair et net. Il ne faut pas croire que l'éditeur, ça l'amuse, parce que lui, quand il fait en fait, il fait du bad buzz, et Hmm. autant il y a peut-être 5, 7, 8, 10 ans en arrière, il y en a qui pouvaient jouer sur des histoires de pénurie comme ça pour faire du buzz. Hmm. Aujourd'hui, tu sais très bien que si ton jeu il part en rupture, éventuellement, même s'il a été aimé, il ne revient pas en boutique. Donc, c'est prendre un risque majeur pour l'éditeur. Donc, en fait, ils ne s'amusent pas du tout à ça. Quand ça leur arrive, c'est contraint et forcé. Et c'est clair que 2020, en plus, c'est une année où les Hmm. volumes, les cartes ont été un peu redistribuées. Et là où les éditeurs avaient quand même une lecture plutôt fine, alors pas parfaite, hein, parce qu'un buzz qui arrive, etc., c'est un peu compliqué, mais là où les éditeurs avaient quand même une lecture plutôt assez juste des volumes, bah, à la fois, il y a eu plus de ventes, il y a aussi des jeux qui ont eu moins de ventes. Donc, les éditeurs étaient plus prudents et en même temps, il y avait potentiellement un buzz plus important et un volume de vente qui se vendait plus vite, ce qui rend le truc un peu plus compliqué. Sur des jeux qui sont aussi installés depuis longtemps, bah Bruno, tu l'as vécu avec Duel, mais c'était la première année depuis des années où il y avait une rupture de Codenames. Typiquement, Codenames, c'est un jeu qui normalement n'est plus jamais en rupture parce que bah, Hmm. Yellow a trouvé un peu sur la version française le rythme de croisière, ils savent combien ils doivent en imprimer, mais en fait bah là c'était plus possible, il y en avait plus qui étaient vendus que d'habitude, donc ça il a fallu le gérer. Et il y a un vrai truc qui est aussi très compliqué, c'est en ce moment, et quand même encore beaucoup de jeux sont fabriqués en Chine, gérer l'acheminement et la production d'un jeu depuis la Chine, Surtout là en où ce on avait moment. un peu ce côté de c'est globalement aller entre 12 et 15 semaines, c'est facile à gérer, on sait à peu près combien de temps va mettre un jeu à revenir. Aujourd'hui, typiquement, nous on est en rupture de The Loop, on espère qu'il va revenir bientôt. À l'heure actuelle, j'ai pas de date précise à donner aux gens parce qu'il y a un côté de on fait le mieux possible et le plus vite possible, mais on sait pas exactement parce que c'est plus dans nos mains, quoi. Mais clairement. Et c'est encore pire si tu es fabriqué en Allemagne, actuellement. Ah, je Ah, savais mais pas ça. L'Allemagne, parce que l'Allemagne est soumise aux mêmes problématiques qu'on a chez nous avec les confinements, les usines qui tournent à moitié, enfin le télétravail, etc. etc. Et aujourd'hui, quand tu es fabriqué chez Ludofact et puis qu'on commence à te parler de la semaine 50 ou de 2022, si tu veux, voilà, t'es un peu coincé, quoi. Les ruptures, il va y en avoir plein dans l'année à venir, c'est clair, net et précis, et ça va faire rire personne. Et en particulier pas les éditeurs, puis les auteurs encore moins, parce que tu vois bien, nous on subit ça de plein pot, hein. mais clairement. Clairement. Hmm. Exactement. Bah, comme dit Barricade, échanger sur le développement, le test de prototype, projeter l'organisation des événements, etc. Et puis en plus, le Covid aide en rien, parce que bah, les salons, ça aidait pas mal aussi pour présenter des jeux. Et puis, bah, évidemment, les frontières, bah, pour prendre des jeux, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, clairement. Bah, c'est sûr. Mais après, moi, j'ai une question bah, justement qui est un peu là-dessus. Est-ce que, grâce au confinement, bah, toi, Bruno, tu t'es un peu éclaté avec ton jeu Trek 12, où tu as pu faire voilà, ton petit bah, confinement, mais est-ce que vous avez senti une nette progression de vente grâce au confinement, ou pas plus, ça n'a rien pas changé Ça grand-chose? dépend vraiment des jeux Théo, pour le coup. le marché de vitesse actuellement. Tous les jeux qui étaient déjà considérés, à tort ou à raison, comme des locomotives, se sont vendus encore plus et dans des proportions
défie l'entendement. Tout le marché de la nouveauté, c'est très très compliqué. Alors c'était déjà devenu compliqué les années précédentes parce qu'il y a de plus en plus de sorties et faire exister la tienne, etc. Tu as des jeux. Aujourd'hui, pour un auteur, signer un jeu, c'est pas la garantie que ton jeu il apparaisse en boutique. Ouais. Le distributeur, il va dire bah non, celui-là, on va pas le mettre en avant, rien. Enfin, tu vois, je veux dire, et voire même, tu as des jeux, la boutique elle-même, elle va dire mais il y en a tellement qui arrivent, moi je peux pas tout prendre. Donc du coup, c'était déjà compliqué, mais ça a été renforcé par la période qu'on a vécue en 2020 et puis qu'on continue à vivre maintenant. Donc le marché de la nouveauté, c'est très très difficile. Tu as des jeux qui réussissent à sortir leur épingle du lot, c'est le cas de The Loop, je pense. C'est le cas pour nous de très très mais qui est sorti pile au bon moment, c'était pas calculé, il est sorti exactement entre les deux confinements. Donc voilà, ça pouvait pas être mieux si tu veux, mais par contre, j'ai d'autres jeux cette année qui en ont subi vraiment les frais, si tu veux. Et donc du coup, d'un côté, tu as des jeux qui se vendent plus, mais c'est déjà ceux qui se vendaient bien. Et puis pour c'est encore plus compliqué. Et je pense que pour les auteurs de jeux, c'est pareil, c'est à deux vitesses. C'est soit tu es déjà un peu implanté sur le marché, c'est-à-dire que tu as déjà tout ton tissu relationnel qui est tout ça, et de toute façon, confinement, pas confinement, ben, tu te parles comme on est en train de se parler là, on va faire une partie sur Tabletop Simulator, etc., etc. Et moi, pendant le confinement et tout ça, enfin, pendant cette année, j'ai continué à signer des contrats sans rencontre. Pas de nécessité de salon, ni quoi, ni caisse. Théo, pareil pour toi. Ouais. Et à côté, un auteur qui, lui, est en train de démarrer, qui n'a encore pas ce tissu relationnel, ben, pour lui, je pense que c'est particulièrement compliqué. Ouais, complètement. Ouais, sans rencontre, sans rien, c'est très très compliqué. Et je pense qu'il y avait aussi un effet sur. C'est ma micro-analyse, mais j'ai pas assez d'exemples pour l'avoir bien en tête, hein, mais moi, sur mes jeux qui sont sortis juste avant le premier confinement, j'ai sorti Monster Café chez Lumberjack avec Romain Catergian et Flying Goblin chez Yellow avec Corentin Lebras. Et Flying Goblin a vraiment très bien marché, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse parce que c'est plutôt un jeu d'ambiance où on rigole, on est plein autour de la table. Et Monster Café a plutôt été un échec. Alors, pas un échec cuisant, mais ça n'a pas très très bien fonctionné. Et je pense que les jeux qui pouvaient aussi plus facilement fonctionner pendant le confinement, c'est les jeux qui avaient un concept suffisamment fort pour que tu saches si c'était pour toi ou pas dès la lecture des règles et dès la lecture du pitch. Flying Goblin, tu fais voler des gobelins avec des catapultes. Normalement, à partir de cette phrase, tu sais si tu as envie de jouer à ce jeu ou pas. Alors, il y a des gens qui mais globalement, on le sait. Alors que Monster Café, typiquement, si je dois vous le pitcher, c'est un petit jeu de cartes un peu malin avec un système de majorité. Mais des jeux comme ça, il y en a 250 qui existent déjà sur le marché. Donc il faut soit que le vendeur à ta boutique, il te dise t'as joué à Monster Café, c'est vachement mieux que ça et ça, vas-y, essaye, ça vaut le coup. Soit que tu joues pendant un festival. Et donc tous ces jeux qui n'ont pas forcément un concept très fort de départ et qui n'étaient pas installés parce que c'était pas des best-sellers enfin pas des jeux qui étaient installés pour le coup, je pense que ceux-là, ils sont vraiment fait manger par le système. Alors que des jeux avec des gros concepts, bah, typiquement, il y a Paléo derrière moi qu'on aperçoit. Ouais. Paléo, c'est un jeu qui a bien fonctionné parce que, en fait, en une petite explication, on voit tout de suite si le jeu nous intéresse ou pas. Alors que des petits jeux juste malins, mais pas forcément très conceptuels, je pense que ça a été dur de les faire sortir du lot. Bah, c'est une année très particulière, hein. Déjà, sans les salons, comme dit Rémi, oui, je sais plus ce qu'il dit. J'ai vu tout à l'heure un commentaire qui est intéressant, mais en tout cas, c'était bon, sans les salons, c'est quand même dommage déjà pas de rencontre pour présenter les jeux. Donc évidemment, les jeux comme tu dis que tu veux présenter, bah, malheureusement, bah, ça bloque un peu. Puis bon, bah, il y a quand même comme tu dis, toi Bruno, pour les nouveaux éditeurs ou les nouveaux, pas les nouveaux éditeurs, mais tout du moins les nouveaux qui se lancent dans le marché, c'est déjà compliqué de base à se faire connaître, à lancer son jeu, son prototype, etc. Et en plus, si tu peux pas présenter tes jeux et lancer, bah, il y a Internet, mais bon, Internet, il y a tellement de gens qui font, c'est impressionnant. Donc, bon. Et puis, il y a un truc qui est aussi un peu. Comme toujours, Vas-y, Bruno, je t'en prie. de toute façon, face à une situation, il faut se réinventer en permanence. Et puis c'est comme les dinosaures, hein, c'est s'adapter ou mourir. Hein. Et ça, clairement, c'est vrai. Et il y a eu un autre problème qui, mine de rien, sur lequel moi j'ai été confronté sur plusieurs prototypes, c'est aussi que ça soit moi ou les éditeurs. Aujourd'hui, c'est très facile de tester à 2, 3, 4 joueurs. Mais j'ai imaginé quelques jeux plutôt de grands groupes de joueurs, pas très malignement pendant le confinement, mais on gère pas trop l'imagination et la créativité. Et j'ai notamment la joie sur mon étagère à proto. J'ai 2 protos, un truc que je fais avec Maxime Rambourg, qui est un jeu par équipe pour 6 joueurs. Il est chez des éditeurs en cours de réflexion depuis Cannes 2020, donc depuis 1 an maintenant. Et puis ces éditeurs, ils n'ont pas eu l'occasion de réunir 5 personnes pour être à l'aise autour d'une table, dans le respect des normes sanitaires et de jouer tranquillement. Et d'un autre côté, j'ai un proto qui est clairement pour moi
à la phase de OK, c'est cool, maintenant j'ai envie de tester pour voir si ça marche vraiment parce que j'ai joué un peu tout seul ou à 2 et à 2 ça me donne envie d'aller plus loin, mais il faut que je le teste de 4 à 8 et en fait, en Belgique qui est un peu plus fermé sur le nombre de gens qu'on a le droit de voir, bah, je peux pas avoir, 4 à 8 joueurs, de plus autour de la table en ce moment, quoi et donc bah, ces protos-là, ils attendent tranquillement le retour un peu à la normale pour que je puisse tester, quoi. Ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que les rassemblements, nous, c'est vrai qu'on avait arrêté. Bah, on était vraiment dans le doute de continuer ou pas la Société du jeu. Bah, déjà, les confinements qu'on a eu entre deux, continuer, bon, c'était assez compliqué. Bon, là, on le refait. En fait, on avait vraiment peur de repartir dans des confinements. Mais après, c'est vrai qu'il y a énormément de jeux. Les jeux à deux, j'aime bien, mais les jeux à 4-5, enfin, c'est une grosse préférence pour ma part. Et c'est vrai que de ce côté-là, le côté présenter des jeux et tester des jeux à plusieurs, c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, l'année dernière, il y a eu par exemple des jeux comme Top 10, Foufou aussi, enfin Fou. C'est des jeux qui jouent à plusieurs et c'est vrai que bah, le confinement, ça aide pas pour ces jeux-là, hein, clairement. Bon, Mmh, clairement. Top 10 a cartonné, mais des jeux comme le tien que tu as fait, Théo, Fou, bah, les jeux d'ambiance, bah, malheureusement, 2020, c'était assez compliqué, quoi. C'était pas la meilleure année pour sortir un jeu social, à jouer à plat autour d'une table, encore pire s'il y a de la manipulation, on se touche les mains et cetera, c'était juste pas possible, quoi, C'est effectivement. pourtant Fou est très drôle, hein. C'est un très jeu. C'est voilà, moi, je trouve que c'est un jeu très drôle. En plus, il y a bon, pas une extension, mais un jeu à part qui est sorti pour la Saint-Valentin. Non, qui arrive un tout petit peu plus tard là, c'est, Oui, oui, pas pour la effectivement Saint-Valentin, mais un la jeu. boîte est pleine d'amour et pleine de Exact- roses. Normalement, ça exactement. arrive pour le mois d'avril là, normalement, si tout va bien. Et Bruno, toi aussi, tu t'amusais à faire un Trek 12 Saint-Valentin. On a fait ça, ouais. On a ponctué tout le confinement avec des fiches spécifiques, aventurier d'appartement, Oui, après tu sors en périmètre confiné, après on a fait un trek 12 de Noël aussi avec le sapin, mm, là on a fait un pour la Saint-Valentin, et ce qui est rigolo c'est qu'en fait, sur la base de cet outil hyper simple, parce que la règle tient, en fait à chaque fois on réussit à avoir quelque chose qui thématiquement tient. et C'est assez étonnant et en fait, ça nous a donné plein de pistes pour les développements sur lesquels on travaille à côté. Et voilà. Et ce qui vont arriver encore et on est super excité par ça en fait. est-ce que quand t'as proposé le jeu Trek 12, tu t'es dit, je peux partir après, donc dans le format que tu dis, je fais ce que je veux avec? C'était vraiment un... Non, en fait, étonnamment, quand on a fait le jeu, initialement, il était totalement abstrait, hein, il était purement mathématique. Moi, j'ai pensé qu'il n'y avait pas de thématique possible. Je ne réussissais pas à imaginer une thématique sur ce jeu-là. On a tenté de faire un truc avec des potions, genre des chimistes, tu vois, avec des liaisons atomiques, machin truc, mais bon, autant me dire qu'on a à peu près 99% du public hein, là-dessus. Parce que bon, Hmm. mon background, c'est sciences des matériaux, je crois que Corentin, lui, c'est la chimie, donc en fait, c'était des choses qui, enfin, ça semble naturel, mais en même temps, moi, je savais que ça ne pouvait pas marcher avec le grand public. Le déblocage, c'est parce que chaque année, moi, je travaille aussi, je fais des petits jeux sur cahier des charges pour la station du Grand Massif de Menskia. Des jeux d'entreprise sur cahier des charges. Et à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec la montagne. Et puis j'ai fait une microfiche. Puis tout de suite, ça a marché. Puis c'était évident. Je voyais les remontées mécaniques ou les chaînes d'alpinistes, etc. Puis je me suis dit, putain, mais oui, c'est ça. C'est vraiment- Et après, on en a discuté avec Corentin. On est parti là-dessus. Et après, c'est le gag. Le confinement, ça part sur un gag. Je fais un Ouais, appartement, on part là-dessus, etc. Puis en fait, je me dis, mais en fait, je peux l'expliquer et ça marche. Et en fin de compte, c'est incroyable parce qu'on a vraiment. Là, on est en train de travailler sur une version. Amazonie. Ça, c'est un prototype, hein, c'est pas du tout une mode. Voilà. Et là, c'est pareil, des aventures en Amazonie, on explore la jungle, on va trouver des animaux, enfin, etc., etc. Plein de choses différentes. Et la fiche de Saint-Valentin, elle est très rigolote. Parce que oui. tu contre ton partenaire, tu essayes de faire le plus haut score possible parce que c'est l'intensité de ton amour, donc tu as quand même envie de démontrer à l'autre que ton amour est important. Mais les cases orphelines, en fait, c'est un petit peu des pensées impures, quoi. Peut-être tu as pensé à quelqu'un d'autre. Score d'harmonie, c'est-à-dire que tu as un score, mais est-ce que je suis en phase avec mon partenaire? Et donc, du coup, quand tu joues à ça à deux, bah, ça va déclencher des questionnements, il va se passer quelque chose, et donc ça marche plutôt bien. Il y en a qui n'ont pas dû passer des très bonnes Saint-Valentin. L'heureux m'ennuie, en fait.
En tout cas, le Grenier Ludique avait dit juste avant qu'ils avaient adoré tous tes petits jeux grâce à ce jeu-là. Et d'ailleurs, je profite en même temps pour dire qu'il y a ta petite extension 12+1 qui sort dans les semaines à venir. J'en profite en même temps, hein. Et dedans, c'est une nouvelle Elle sort aventure? vendredi. À l'intérieur, on va trouver un carnet de voyage, une enveloppe, et dès l'extension qui est présentée tout de suite. Et en fait, après, contrairement au jeu initial, là, les enveloppes, il va falloir les suivre dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va Hmm. débloquer une enveloppe, on va découvrir quelque chose à l'intérieur qui va nous amener sur une enveloppe, etc. Et qui sait encore au-delà, on ne sait pas. Et puis voilà. Donc, mais en tout cas, c'est une aventure qui est beaucoup plus écrite, qui est beaucoup plus narrative. Et puis, ce qu'il y aura temps, il y aura ça. Il y aura une piste 2D officielle Trek 12. Avec? C'est beau ça. Enfin, Je qui... vais l'ouvrir. Ne faites pas ça à la maison, nous sommes des professionnels. Et c'est vrai que il y a le jeu PayPay parmi nous qui est c'est lui qui nous fait toutes nos sorties de la semaine. Il a un travail incroyable. Donc je le félicite aussi pour ses 1K d'abonnés. Et continuez à aller voir un jeu PayPay. Il nous fait toutes les sorties, hein. Une petite tuile 2D Trek 12, là, ça le fait, non? Ouais, carrément, c'est propre. C'est propre. Bah, de ce côté-là, moi, je pense sur le côté intuitif, il est vraiment très intéressant. On va parler un peu du jeu The Loop, parce que moi, c'est un des jeux de fin d'année que j'ai surkiffé déjà dans la folie de l'idée. Et puis, sur cette petite idée aussi de tour à tourner qui est vraiment très très intéressante et qui a pourri pas mal de soirées sur la difficulté de ce jeu, mais que j'ai adoré. Vraiment pour son univers, déjà, bravo. Et c'est ton idée aussi pour The Loop? Enfin, je sais que tu es créateur de The Loop, mais On est deux dessus avec Max, et c'est Max qui est arrivé avec le premier prototype. Il m'a invité après avoir déjà commencé à avoir posé un petit peu les bases du jeu. Même si au final ça a été un assez long développement, on est passé par pas mal d'étapes différentes, et le jeu ressemble plus du tout à ce sur quoi on avait commencé de bosser. Mais c'est Max qui arrive avec cette idée d'un jeu coopératif sur le voyage temporel où on affronte le Docteur Fou. Et ce qui est rigolo, c'est que nous, quand on bosse dessus, à aucun moment on est persuadé qu'il y a un éditeur qui va nous suivre dans nos délires, quoi. C'est-à-dire que quand on fait les cartes, ah on bah, se fait plaisir à dire: ah vas-y, on fait une carte, vas-y, c'est quoi? Oh bah un c'est pansement, Currywurst. un C'est pansement. Currywurst périmé, c'est parti. On met Currywurst périmé, nous ça va nous faire marrer. CSN, ça fait une blague, la fin du monde c'est à cause d'une Currywurst, et c'est parti. Et vraiment, on imaginait à la fin qu'un éditeur allait nous reprendre ça, le retaper, en faire un truc un peu sérieux. Et au final, pas du tout. Ketchup nous a vraiment bien suivis dans le trip. Ah, Et ça, complètement. c'était vraiment très agréable pour nous de les voir avec Simon Caruso, du coup, l'illustrateur, qui s'est vachement approprié aussi l'univers pour en faire ce qu'il est. Mais c'était cool de voir que tout le monde était chaud pour faire un truc un peu délirant, quitte à prendre un tout petit peu le risque d'être un peu particulier et donc de perdre quelques joueurs et joueuses au passage. Et au final, on n'a pas tant eu que ça. On a eu plutôt des bons retours de gens qui nous ont dit: ah cool, la DA elle est un peu fraîche, ça fait du bien d'avoir un univers un peu différent de ce qui se fait d'habitude, quoi. Ah, mais complètement. Enfin, moi, The Loop, j'ai surkiffé. L'univers est génial. Enfin, de toute façon, sur Instagram, ça s'est vu aussi. C'est un jeu qui a très très bien marché en fin d'année. L'univers est déjanté et c'est vraiment un très très bon jeu. Et puis d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent pas, je profite en même temps pour faire de la pub à Déborah, à Des Beaux Jeux, parce qu'elle a fait des rangements. J'ai vu que tu les as vus, Théo aussi. Elle a fait des rangements, ils sont juste magnifiques. Ça fait une boîte incroyable. C'est démentiel, ça, hein, la communauté des gens qui font des rangements de jeux, là, que j'ai découvert petit à petit sur ce début d'année, que je connaissais pas trop. C'est incroyable pour le coup. Je pensais pas qu'il y avait une telle créativité et une telle possibilité de faire des trucs aussi magnifiques. Et c'est un jeu qui est vraiment incroyable à aller voir. Donc ouais, ça c'est des jeux de fin d'année, hein. Enfin Trek 12, Trek 12, je sais plus s'il est sorti en début d'année ou fin d'année. Ah, ça a coupé Bruno, je t'ai pas entendu ta réponse. Ah, Oh non, on a perdu Bruno. on a perdu Bruno. Je pense que ton micro il a recommencé comme tout à l'heure. Ah. On va meubler en faisant des blagues. Sur la tour la tour à cube de C'est Loop, il y a une bon, petite vous histoire. Ah, c'est bon, c'est Ah, bon, c'est bon. On a plus la plaque de Théo, quel dommage. vous avez sorti en loupé cette anecdote. Ah non, attends, recommence. sorti en septembre. Ah, ça coupe un Ah, je peu. pense que tu as toujours une sensibilité Ouais, un peu remonte faible. peut-être ta sensibilité à fond, je pense. C'est comme tout à l'heure, Bruno. Mais j'ai cru entendre septembre Maintenant ou 2020. pas? Ah là, c'est bon, oui.
On sait que tu es un grand sensible, Bruno, pourtant. Ouais, c'est ça. Ah voilà, c'est bon, c'est bon. Bruno change pas, c'est bon. Ouais, ça coupe un peu. Je pense qu'il faudrait que tu montes ta sensibilité à fond, comme tout à l'heure. Comme ça, on t'entendra bien. Ça coupe un peu. On voit ta bouche parler, mais c'est pas mal. Mais c'est une sorte de méta-jeu. On peut lire Bah écoute, tu sais ce qu'on peut faire? Moi, j'aimerais bien que tu nous parles. Attends, je vais mettre la photo, elle va apparaître. C'est Nagaraja. Comme ça, Bruno, il cherche un petit peu son côté, peut-être pour le micro, mais en tout cas, moi, c'est un jeu que vous avez fait tous les deux. C'est votre Tout à fait. premier jeu en association. Donc, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Bon, vous rencontrez, vu que vous étiez un peu dans le monde ludothèque tous les deux, évidemment, à ce moment-là. Qui est venu voir qui? Au départ, du coup, avec Bruno, je pense qu'on se rencontre un peu plus intensément, on va dire. On se connaît, on se rencontre, on se croise sur les festivals. Mais au moment où moi j'ai bossé sur Roboprod, chez Roboprod, pardon, notamment sur le fait que j'ai bossé sur Seven Wonders Duel Panthéon, Bruno fait le nom de la tête. Et c'est peut-être le moment où on échange le plus pour le coup. Tu penses à quand avant, Bruno? Kanagawa? Ah, c'est le jeu de la lecture sur les lèvres de Bruno. Vas-y, Bruno, cherche le son. Attends, parce que je peux pas t'augmenter, moi, j'étais déjà à fond de mon côté. Avant Euh, ça, effectivement, Bruno, on se rencontre aussi quand j'ai bossé donc pour Yellow et pour Roboprod sur des éditeurs. Et Bruno, à un moment, est venu chez nous, chez Yellow à l'époque quand je bossais pour eux. Et je lui ai proposé et il a accepté, ce qui était chouette, de lui dire bah, si tu veux ne pas dormir à l'hôtel, si tu veux, je te prépare la chambre d'amis et viens dormir à la maison, comme ça on parlera de jeu, ça sera plutôt sympa, quoi. Et c'est un des moments où on a commencé un peu à se rencontrer, à tisser un lien autant amical que professionnel, pour le coup, plus amical que professionnel même, et à discuter, à échanger un peu. Et c'est dans ce cadre de cette venue de Bruno qu'il a montré à Yellow, pour lequel je bossais encore, Kanagawa, qu'il a hmm. co-signé avec Charles Chevalier, et sur lequel on a, dans l'équipe de Yellow, plutôt un beau coup de cœur à se dire putain, c'est bien quand même, on aimerait bien le faire ça, quoi. Et on s'est retrouvés. Alors, moi, j'ai quitté Yellow entre temps, donc j'ai pas participé activement à l'édition. J'étais encore là quand on a bossé avec Jade Moche, et je suis assez fier d'avoir cette idée folle du plateau en bambou qui vient d'un resto chinois où j'ai bouffé pour le Nouvel An, et ils nous auront fait un plateau en bambou, un calendrier en bambou à la fin. Et je me suis dit, ouh là là, si jamais on peut me l'offrir à la fin d'un repas où j'ai dépensé pour 25 balles de moules sautées, à mon avis, on peut en mettre un dans une boîte de jeux sans que ça soit un problème, quoi. Et donc, c'est peut-être sur ces moments-là qu'on a commencé à papoter un peu avec Bruno. Et le chaînon qui nous relie tous, mais sur plein de trucs, c'est aussi Valence et la cafetière. La cafetière, c'est l'atelier d'auteur privé qu'a monté Antoine Boza, avec Bruno, avec Ludo Maublanc, avec Corentin Lebras et avec Ludovic Gaillard à l'époque. Que du beau monde. Plutôt du nom qui fait plaisir, quoi. Tous ensemble, ils se sont dit, bah tiens, on va monter, donc sur l'initiative d'Antoine, mais un lieu pour avoir un endroit où on peut se retrouver. Antoine, Albertine, son épouse, qui est coloriste de BD, Corentin, ils sont tous les jours. C'est leur lieu de travail. Et puis, ça pourrait être un lieu de passage pour les auteurs qui veulent se retrouver pour se voir régulièrement. En pratique, moi, j'y suis normalement une fois par mois, quand on a le droit de voyager, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment pour moi qui suis en Belgique. Et c'est un endroit où on se retrouve pour travailler très régulièrement, mais aussi pour se voir, manger des croissants fourrés à la confiture de framboise et jouer à des jeux. Et donc, dans ce contexte-là, on s'est un peu plus vu avec Bruno, on s'était encore un peu plus rencontrés amicalement, sans forcément réfléchir et à se dire on va bosser ensemble, mais plus ah bah tiens, je joue au proto de Bruno, on discute, on a une affinité, c'est sympa. Il se passe des trucs chouettes, bah, l'amitié, quoi, vous voyez comment ça se crée au fur et à mesure, quoi. Et c'est justement à Valence, à la cafetière, qu'à un moment, Bruno m'a dit ah tiens, je sais que t'aimes bien les jeux de cartes, parce que j'ai beaucoup joué à Magic à une époque, j'ai arbitré aussi des tournois de Magic. Ah, j'ai pensé à un truc sur lequel on pourrait peut-être bosser tous les deux, ça pourrait matcher, c'est un jeu à deux, vas-y, je te commence à te présenter un peu le truc. Il y avait une histoire de dés dès le départ, et on a commencé à discuter, à brainstormer un peu, on s'est posé genre 1 heure à lancer des idées, à griffonner dans un... Et puis après, au fur et à mesure, on a commencé cette première collaboration, qui s'est suffisamment bien passée pour qu'on en fasse d'autres derrière, d'ailleurs. Oui. Et est-ce que la question que je veux poser, c'est est-ce qu'il y en aurait une future entre vous deux? Est-ce que... Ah, on a toujours pas la voix de Bruno? Bruno, on t'entend toujours pas? C'est dommage. C'est pourtant quelqu'un d'intéressant et de... Bah oui, Bruno, est-ce que... Ah, vas-y, t'en parles tout seul pour voir. Ouais, on t'entend plus du tout. Qui a fait bugger Qui Bruno, a là? mute? Dénoncez-vous. Ah, Dénoncez-vous. C'est bon là, c'est mieux? oui? Oh, là, c'est pas... Ah, on t'entend?
C'est bon, vous m'entendez Oui, Ouais. ou pas? oui, on t'entend. Bon, bah moi je touche plus à rien alors. Du coup, je vois plus les vidéos, mais je vais rester sur cette page-là parce que j'ai l'impression que quand je change la page, en fait, ça merde après. C'est assez possible. Mais là, c'est bon, on t'entend. Attends. Bon, ok. Donc, et attends, et là maintenant, c'est toujours bon? Oui, C'est toujours bon. Super. Alors oui, donc oui, on a d'autres projets en cours. Enfin, on a particulièrement un jeu qui a été signé pendant le confinement, justement. Un petit jeu de cartes que j'adore en fait, qui est hyper addictif et on en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties à 2, à 3, à 4. Ça sera chez Bombix dans un temps qu'on ne sait pas vraiment parce qu'on ne sait pas exactement quand ça sortira. Puis aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens de mettre la pression à un éditeur pour dire quand est-ce que ça sort parce que tout le monde galère comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est notre prochaine sortie commune, ça c'est certain. Ouais. Il y en a bon, même bah, une petite avant que tu oublies, Bruno. C'est nos amis communs, des escalateurs monstres caféinés. Avec des cerveaux et. Mais bien sûr, mais bien entendu, mais oui, bah, bien sûr. Mais comme c'est pareil, c'est un projet qui a, comment dire, qui a été décalé plusieurs fois dans le temps. À un moment donné, je finis par oublier qu'il va finir par arriver. Effectivement, ça va être à l'automne, ça, en gros. À peu près. Normalement, ouais, pour cette fin d'année, Oh My Brain chez Hey, Lumberjack, Brian, la gamme exactement, Coffee Break. avec des zombes animaux. ah, un truc, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Bah, c'est cool en tout cas. Si vous refaites des choses ensemble, c'est très très intéressant. Vraiment. Puis on a d'autres envies, de toute façon, avec Théo. Enfin, pour moi, en tout cas, si lui, il se lasse pas, moi, j'ai pas l'intention de le lâcher, ce jeune homme, en fait. Bah Moi, non, c'est un grand clairement plaisir pas. de bosser avec Bono. Bah De oui, toute façon, à partir du moment, ça se voit à partir du moment où tu fais un deuxième jeu avec après auteur, c'est plutôt signe que ça s'est bien passé et que tu as envie de remettre le couvert, quoi. bah clairement. Clairement. Ça doit être que du plaisir. Déjà, l'expérience de Bruno. Et puis, bah, depuis que tu as fait Zulu, pour moi, c'est un peu la folie que tu peux avoir Théo aussi. Ah, vous deux ensemble, ça peut faire vraiment quelque chose de sympa, hein, clairement. Tu sais, aujourd'hui, les histoires d'expérience, etc., Théo, il a une expérience qui est largement aussi forte que la mienne, hein, je veux dire, en termes Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité, je veux dire, tu connais tout le monde, peut-être Hmm. parfois d'ailleurs encore plus que moi, je veux dire, voilà, des jeux, t'en es pas à ton premier, tu as exercé des fonctions de chef de projet chez les éditeurs, enfin, etc., etc. Donc, tu as une Oui, vision du métier qui va au-delà de la vision de l'auteur, enfin, de certains auteurs en tout cas. Donc, du coup, c'est mon cas aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, on est totalement à égalité. Il n'y a pas un sage et un padawan, si tu veux. C'est pas du tout ça. Hein. C'est non, 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 absolument non. pas Bah, ça. de toute façon, quand j'ai été lire, bah, avant de vous interviewer, enfin, de faire cette émission, j'ai été lire un peu ce que Théo a fait. J'ai fait, ok, le gars, il a le même âge, il est plus jeune que moi, limite. Il a fait déjà un truc, il a fait un parcours de fou, clairement, en quelques années. Attends, je vais juste, je me permets, alors, vous allez voir la souris bouger un peu. Alors, donc il vient de Bruxelles, il est auteur à plein temps depuis 2 ans. En parallèle, il a monté la team Keadema avec Antoine Boza, Ludovic Maublanc et Corentin Lebras, qui est une société de conseil et de développement de jeux de société pour des comptes d'éditeurs d'entreprises tierces. Alors, déjà, il est avec des gros auteurs. Mais non, mais franchement, enfin, c'est magnifique en parcours. Enfin, je veux dire, c'est que du bonheur pour toi. Enfin, Ouais, clairement, globalement, je touche du bois pour l'avenir, mais ça s'est globalement bien passé. Parce que aussi le milieu est, et je le répète régulièrement, mais le milieu est vraiment très accueillant. Moi, oui, quand je suis arrivé et que j'ai commencé donc j'ai bossé, mon premier boulot, c'était dans le monde du jeu. Donc je suis rentré dans l'édition en bossant par Yellow, j'avais 23 ans, si je dis pas de bêtises, donc j'étais tout franchement sorti de mes études, pas en rapport avec le monde du jeu. Et je suis arrivé, j'avais un premier proto en parallèle qui était en cours d'édition, qui était Shinobi Wata chez Purple Brain. Et je suis arrivé un peu, justement, moi, un peu émerveillé par Boah, c'est le monde du jeu. Ah, regardez là-bas, il y a Bruno Catala au festival. Ah mon Dieu, je me souviens très bien. Et c'est cette anecdote, et je ne l'invente pas. Mon premier SL, je suis allé faire pipi. Donc, dans les toilettes, tu fais un peu la file parce qu'il y a plein de gens. Et pendant que je faisais la file pour attendre de faire pipi, il y a Antoine Boza qui est sorti des toilettes, qui s'est lavé les mains et qui est sorti des toilettes. Et je l'ai un peu regardé, genre. Et Antoine Boza, il m'a regardé, genre. Ouais, je suis Antoine Boza. Et j'ai envoyé un message à ma meuf, quoi, en mode j'ai croisé Antoine Boza, quoi. Et vraiment, moi, je suis arrivé. Moi, et maintenant, les gens, quelques quand années ils- plus tôt, je suis allé aux toilettes à Essen et Knizia m'a pissé dessus. Bah voilà, quoi, je veux dire.
Et Et maintenant, Théo, tu sais, on se dirait, putain, j'étais aux toilettes, j'ai croisé Théo Rivière. Je te jure. Et je tout suis pas ça. sûr que ça Ouais, passe c'est moi, comme Théo. ça. Moi Mais aussi. vraiment, il y avait vraiment ce côté de, je suis arrivé et je me suis dit: «Ouh là là, il y a tous ces acteurs que j'estime beaucoup et pour lesquels j'avais énormément d'admiration». Et très vite, ce qui a été formidable, c'est que, bah, je me suis posé, dans un bar ou, au comptoir d'un éditeur et j'ai fait: «Pardon, vous êtes Antoine Boza ou vous êtes Bruno Catala?» Et tous ces gens-là, en fait, m'ont dit: «Oui et quoi, en fait? Cool, bah, vas-y, prends une bière, viens papoter avec nous, quoi». C'est ça, Mais en fait, clairement. Parce que moi, pardon, j'essaie. mais vous avez fait tous ces jeux extraordinaires que j'adore. «Oh mais non, c'est cool, t'inquiète, vas-y, viens, j'ai un proto, on fait une partie, mais tu veux des conseils? Mais vas-y, je t'en donne, quoi». Et C'est vraiment, moi, c'est un tellement des ça. trucs Hmm. que j'adore dans ce milieu, que j'essaye de propager à mon niveau aussi aujourd'hui maintenant en me disant, bah, si on me demande des conseils, je les donne, j'essaye d'être accessible et sympathique et d'aider les gens qui veulent se lancer dans la création. Et c'est vachement important pour moi parce que j'ai été vachement soutenu par tous ces gens-là dès le départ, de manière aussi humble que sympathique que intéressante, quoi. Effectivement, on n'a pas une relation élève-mentor avec Bruno, mais j'ai appris énormément au contact de toutes ces personnes-là, sans un paternalisme de c'est comme ça qu'on fait les jeux et c'est comme ça qu'il doit le faire, mais plus au contact de toutes ces personnes, j'ai appris énormément de choses. Et ça, le milieu est vraiment très très ouvert à ce niveau-là et c'est vraiment génial, quoi. Bah, complètement, parce que regarde-moi la preuve, je suis pas l'Instagrammeur le plus suivi de tous les Instagrammeurs, etc. Bruno, quand j'ai commencé, j'étais à 400 follow. Et Bruno, il avait fait non, non, mais vas-y, on fait un Track 12. J'étais avec Girl.game. Et enfin voilà, moi j'ai fait, ouais, ok, bah, écoute, t'es Bruno Catala. Enfin pour moi, voilà, t'es la rockstar des jeux de société. Aujourd'hui, je suis Théo Rivière qui a fait partie des jeux les plus vendus certainement de 2020. Donc, et là, j'ai épargné le tour avec Antoine Boza parce que bah, il pouvait pas aujourd'hui aussi. Donc, je fais bon, bah tant pis, on prendra que Théo et Bruno. Il y aura Antoine Boza une prochaine fois. Et voilà, Antoine Boza était très très gentil aussi. Enfin, c'est assez dingue l'ouverture d'esprit. Enfin, c'est vrai que ça fait un peu peur. Enfin, on se dit, bon, les gars, c'est un peu des popularités dans les jeux de société. Et c'est vrai que tout le monde est super gentil, quoi. Clairement. Mais enfin, faut à un moment donné, quelle que soit la personne que tu as en face de toi, quel que soit ce qu'elle a fait, c'est pas ça qui doit la rendre importante ou pas importante. On s'en fout en fait. Franchement, moi c'est ancré chez moi depuis que je suis petit, mais vraiment petit enfant. Hein, j'ai un souvenir très clair de ça. Moi j'aurais aimé faire du cinéma par exemple. Enfin toi, en tant que comédien, enfin en tant qu'acteur. Je voyais des gens enfin, dans mon petit écran dont je pouvais être admirateur, mais je me suis toujours dit, de toute façon, je ne vaux pas moins que ces gens-là. De la même façon, j'ai tout de suite aussi basculé le truc, je ne vaudrais jamais plus que quelqu'un d'autre. À un Non? moment donné, on a tous des talents différents. Il s'avère que nous, comment dire, Théo et moi, c'est visible par rapport dans un domaine bien pointu, bien précis. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, la grande majorité des gens, ils n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Hein. Et donc, par rapport à d'autres gens qui aimeraient faire ça, il y a un petit côté admiratif, etc. Mais moi, ça me va bien si sur un salon, on vient me voir en me disant bah, c'est cool, merci, j'ai bien aimé ce que tu as fait et tout ça. Mais ça doit s'arrêter là, si tu veux. Il ne faut absolument pas qu'il y ait une barrière entre les personnes, etc. Parce que les gens qui viennent vers moi, à un moment donné, eux, ils savent faire des choses que je ne sais pas faire. Peut-être moins visibles, mais moi, je suis simplement incapable de faire ce qu'ils font. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui serait au-dessus de l'autre? Il n'y a pas de raison par rapport à ça. Non, mais c'est super gentil. Enfin, moi, voilà, tu as entièrement raison de ce côté-là, clairement. Mais c'est vrai que faut se mettre ici notre place, que pour vous, enfin, moi, je veux dire, les jeux, ça nous fait, enfin, c'est une passion, clairement. Et vous nous faites vivre la passion, et bah, nous, on fait vivre vos jeux, et nous, vous nous faites vivre notre passion qui nous fait rêver, qui nous vend du Oui, rêve. mais en fait, on a besoin de vous. C'est-à-dire ce que je Oui, veux c'est dire ça, ouais, par là, c'est vraiment. réciproque, C'est-à-dire quoi. que pour nous, faire des jeux, Théo et moi, on a la même philosophie par rapport à ça. On ne fait pas des jeux pour en vendre, on fait des jeux pour les partager. En fait, quand on vient vers nous, comme ça, comme c'est ton cas, etc., pour partager quelque chose, qu'on en a à foutre qu'il y ait 50, 100, 2000 followers, même si on serait que tous les trois en train de discuter là, ça m'irait très bien. C'est gentil. Mais de toute 100% façon, d'accord. oui. Oui, oui, bah, de toute façon, Bruno, on parle de temps en temps, et voilà, c'est. Théo, c'est vrai que, bah, un peu moins, mais on avait parlé, enfin, t'étais venu sur Draftosaurus et tout, t'as dit, ah, c'est cool de partager, donc c'est comme. Voilà, tout le monde ne le fait pas non plus, hein. Enfin, voilà, vous êtes là, c'est super gentil, et depuis tout à l'heure, dans les commentaires, c'est bel état d'esprit, vous êtes trop cute tous les deux, enfin voilà, tu vois, c'est la preuve que les gens apprécient ce que vous faites. Et c'est Mais c'est important. vrai que Mais, 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 c'est un mais truc qui c'est est vraiment important aussi c'est réciproque dans le sens où et des fois ça peut paraître un peu naïf ou un peu bisounours, mais
moi, je vois n'importe quel post Instagram ou Facebook de quelqu'un qui dit « Oh, j'ai joué à Nagaraja ou à The Loop ou à n'importe quel jeu et j'ai passé un bon moment », je suis refait, quoi. Et, Ouais, et je fais pas gaffe à si c'est machin qui a 10 000 followers ou bidule qui en a 125, parce que globalement, je fais pas spécialement attention à ça. Et à chaque fois, je suis vraiment sincèrement touché et content de voir passer ce truc, parce qu'il y a Ouah, j'ai partagé un truc avec des gens, et en plus, ils ont envie de me remercier pour ça, donc il se passe un truc, c'est vraiment génial, quoi. Donc, Et de la même façon, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas du tout hermétique, et que quand on a parfois des commentaires, non pas négatifs, parce que les commentaires négatifs, ils sont normaux, tout le monde ne peut pas aimer ce qu'on fait, et c'est bien tout sûr. à fait logique, le dire, ça pose aucun problème. Mais parfois, tu as des commentaires malveillants, tu sens très bien la malveillance dans les propos, enfin, je veux dire, tu le sais, je veux dire, faut pas se la raconter. Ça touche aussi, et ça fait mal. Vraiment. Non, c'est sûr. C'est vrai que des fois, tu peux retenir certaines choses négatives parce que c'est très piquant dans certains propos. Comme tu dis, en plus, Le- j'ai pas aimé, c'est totalement acceptable. J'ai pas aimé parce que ça me pose jamais aucun hmm, problème. Mais quand tu sens la volonté de nuire derrière, et c'est le cas de certains, si tu veux, j'ai presque envie de la batte de baseball. non, mais après, non, mais on ne peut ne pas aimer un univers, on ne peut pas aimer un mécanisme, Mais mais c'est pas un après, problème. Ça, c'est pas voilà, un exactement, problème. c'est comme chacun, mais il y a des choses, il y a des façons de le dire, des façons de l'exprimer autre que des mots très très violents, clairement. ouais, et puis surtout, il y a un espèce Ouais, de truc sur lequel moi je milite, c'est un grand mot, mais sur lequel j'ai mis du temps à conceptualiser qu'est-ce qui me dérangeait, qu'est-ce qui me dérangeait. Et pour le coup, en fait, parler avec toute l'émotion qui vous est propre. Parfois, il y a des gens qui essayent de faire des analyses extrêmement objectives et dans des cases des jeux de société en disant c'est bien parce que blibla, c'est pas bien parce que bliblabli. Et en fait, ça, moi, ça m'ennuie profondément, ça m'intéresse vraiment pas. Alors que, à l'inverse, quelqu'un qui dit j'ai bien aimé parce que truc ou j'ai pas aimé parce que machin, en fait, ça m'intéresse sur mes jeux ou d'une manière générale parce que j'ai envie de retrouver un peu cette émotion et ce qui s'est passé, quoi. Bien sûr. Et sur ça, c'est en plus 100% recevable parce que bah, il y a un truc très personnel. Il y a des excellents jeux auxquels moi j'ai joué et je les ai pas aimés parce que bah, émotionnellement, il s'est pas passé ce que j'aurais Ouais. envie qu'il se passe. Et c'est pas pour ça que je vais dire voilà. objectivement Splendor, c'est vraiment très nul. J'ai trouvé ça trop froid et naze. Non, moi j'ai pas aimé Splendor par exemple, qui est un jeu qui est plutôt unanimement Très bien aimé, réputé, ouais, mais bien moi sûr. j'ai pas aimé. Parce que émotionnellement, il s'est pas passé un truc. Ça enlève pas à la qualité du jeu. Et quand les gens ils racontent des trucs sur mes jeux ou sur les jeux des copains, parce que je regarde aussi pas mal les reviews des jeux des amis, mine de rien, ça m'intéresse aussi, qui dit ah bah j'ai pas aimé The Loop parce que bah ça m'a pas plu. Bah, en fait, 100% ok, c'est normal. Les jeux ils peuvent pas plaire à tout le monde. Non, non, Et ça, ce climat, il est globalement positif, mais effectivement, les quelques acteurs qui ont envie de faire du mal, de pointer sur des trucs très négatifs et d'être avec une volonté de nuire, bah eux, on les zappe et puis on les oublie dans le fond d'un truc et puis c'est pas grave. il y avait une Instagrammeuse, les chroniques de Meeple, qui avait dit une fois, je me rappelle, ça m'a vraiment marqué, quelqu'un lui avait dit en commentaire, tu dis pas si tu as aimé ou pas ce jeu. Et elle avait dit de toute façon, je ne dis plus si j'aime ou je n'aime pas un jeu, car c'est à mon point de vue personnel. Donc certains vont dire moi j'ai aimé et d'autres vont dire je n'ai pas aimé, mais c'est un côté personnel de dire sur nos tests ou autres, on peut conseiller sur les mécaniques, mais on peut pas dénigrer un jeu pour son point de vue personnel. J'ai pas aimé parce que je n'aime pas cet univers, je n'ai pas aimé ces mécaniques. On peut pas descendre un jeu d'un point de vue personnel, ce qui est vrai. Mais, Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense vraiment qu'on a le droit de dire qu'on n'a pas aimé. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me parle de lui, ça me pose aucun problème. Il a vécu une émotion négative en jouant, ça me pose aucun souci parce que ça, tu peux pas aller contre. Il a non, vécu non, cette non, clairement. émotion-là. Et donc, il ment pas. Je veux dire, il ou elle ne ment pas. Il a vécu ça et il a tout à fait le droit de l'exprimer. C'est tout à fait bien. Non, non, ce qui est plus désagréable et ce qui est plus détestable, c'est ceux qui se cachent derrière des pseudo-analyses froides, etc. Comme s'il y avait une vérité, du bien et du mal et ainsi de suite. Ils te parlent pas d'eux. En fait, ils sont en train de presque te donner un cours de ce que tu aurais dû faire, en fait. Et que ça, de toute façon, voire même, des fois, tu as même des procès en illégitimité. C'est que toi, parce que tu as fait plutôt des jeux de tel type, etc., si tu te pointes dans un autre créneau, on va dire, non, mais de toute façon, t'es pas légitime, mon gars, qu'est-ce que tu viens de nous faire chier dans ce domaine-là? Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, je comprends. Je comprends. Non, non, mais de toute façon, une fois, je me rappelle, David, et je crois que Entre Joueurs l'a dit plus haut, que je crois que tu m'avais dit pareil de ce côté-là, c'est les jeux de société, ce sont des émotions, des sensations qui se transforment en souvenirs. Exactement. Et tu m'avais dit exactement la même chose, Bruno, c'était à Trek 12, notre premier live qu'on avait fait ensemble, et c'est entièrement vrai. Enfin, les jeux, enfin moi,
ma femme n'est pas très jeu de société et moi oui, mais par contre, il y a des jeux de société qu'elle va kiffer faire et ben voilà, c'est comme tout le monde. Mais moi, je sais que les jeux de société, ça me vend du rêve. Enfin, moi, avant, j'étais très. Ce partage d'émotions, finalement, au final, c'est la seule chose qui m'intéresse dans le jeu. Ouais, bah clairement, clairement. Une fois, je me rappelle, tu m'avais dit, si quelqu'un perd et s'énerve, t'es content parce que il y a une émotion qui est là. Oh, Bah oui, non mais Clairement. clairement, il y a des jeux qui font rager, et bah écoute, tant mieux. Moi, The Loop m'a fait rager plusieurs fois, et tant mieux. Et c'est pas pour autant que j'ai dit que c'était un mauvais jeu et que j'ai pas recommencé. Au contraire. Mais je vous rejoins parfaitement sur ça, hein. Moi, là, je suis en train de. Pour ceux qui passent des fois sur mes lives du matin, je rentre ma ludothèque dans MyLudo pour voir les jeux que je possède et puis pour en parler un peu avec les gens. Et il y a pas mal de jeux où je les ressors et je me dis, ah, j'ai aucune idée de comment on joue à ce jeu. Je m'en souviens plus. Je n'ai pas joué depuis 5 ans, je sais plus comment ça marche. J'ai aucune idée des mécaniques globales, je me souviens un peu du thème, mais je me souviens que je l'aime bien en fait. Hmm. Et je me souviens que j'ai fait une partie, je sais pas, à l'île d'Oléron avec mes potes, et on a joué, il était 2h du mat et il s'est passé un truc. Ok, bah ce jeu il est excellent, il reste dans ma bibliothèque. Je sais plus comment on joue, mais les souvenirs ils sont gravés dans le truc, et ça en fait un truc, un vecteur d'émotion. Et ça, clairement, c'est ce qu'il y a de plus fort dans les jeux, je trouve. Complètement, mais complètement. C'est que des choses positives au final. Bon les gars, de toute façon, je vais pas vous embêter encore des heures, hein, parce que bah, vous avez aussi une vie de votre côté. Moi, je voulais savoir, une dernière chose quand même pour vous, donc ça peut être votre jeu ou autre jeu qui vous ont marqué en 2020. Un jeu, ou des jeux, hein, un jeu qui vous a marqué pour son originalité, son design, Qu'est-ce que j'ai aimé en 2020? Alors, moi, je triche en ouvrant de mes parties de jeu, à savoir mon téléphone et BG4, ce qui m'aide toujours à savoir un peu à quoi j'ai joué en 2020. je peux y aller, du coup, pendant ce temps-là. Bien sûr, vas-y Bruno. En fait, il faut savoir que je joue très peu aux jeux des autres. Il n'y a pas de souci. Pas par snobisme, mais tout simplement, comme je travaille souvent sur beaucoup de projets, etc., bah, mon temps de jeu, il est souvent quand même, pas Sur tes jeux. exclusivement, mais très, 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 très consacré à mes prototypes. Après, il s'avère que, et puis en général, je joue à d'autres jeux quand on fait les rencontres ludopathiques ou des salons, des trucs comme ça, ce qui n'a pas eu lieu cette année. Autant, il y a 3 jeux qui m'ont accompagné cette année. C'est un qui est nommé à Cannes d'ailleurs, s'appelle Caro Combo, que moi j'appelle Crash Career parce qu'en fait je l'ai toujours dans la version allemande, etc. Voilà, donc ça, c'est un jeu que j'adore personnellement, jeu de défaut, tout ça, je trouve ça vraiment bien. Étonnamment, enfin pas étonnamment, dans un jeu très léger aussi que j'ai beaucoup aimé, même si on peut s'en lasser au bout d'un moment, c'est Lucky Numbers. Lucky Numbers, ce qui est très bien, c'est que tu peux faire jouer n'importe qui. Je Ouais. peux jouer avec mes parents, je peux jouer avec des enfants. Et puis il y a la petite variante que l'équipe que j'avais publiée comme ça pour rigoler, et puis que l'équipe de Tiki Édition m'a fait la surprise et la gentillesse d'introduire dans la boîte, si tu veux. Et en fait, moi, je joue pas sans cette variante-là parce qu'elle a vraiment quelque chose. Enfin, le dernier qui a été une découverte cet été, je ne m'attendais pas du tout à ça, j'en avais jamais entendu parler. Je n'ai même plus pensé qu'il aurait pu être nommé à Cannes. C'est Pictorush. Ah, je connais pas celui-là. Pictorush, le concept, il est démentiel. C'est que 20 secondes, 20 dessins. Devoir faire 20 dessins, enfin 20 esquisses en 20 secondes, et après on va t'interroger, on va te dire le 17 c'était quoi? Tu vas faire voilà. Et en fait, alors le système de score, il faut tout jeter à la poubelle. Mais en fait, comme dans tous les party games, en fait, on s'en fout en réalité. Et par contre, tu passes des vrais bons moments avec du fou rire quasi, quasi systématique. Donc Pictorush, moi, je peux que vous le conseiller. Je Ok. confirme, je reconseille Pictorush. J'ai pas joué à la version Goliath, j'avais pas joué à la version. C'est un jeu taïwanais, je crois, au départ. Et on avait récupéré une boîte à SN l'année où c'était sorti. Et on avait pas mal joué. Et c'est hilarant parce que vraiment, tu te retrouves à te dire c'est quoi le dessin pas en 22, mais en 14. Et tu regardes, et toi, t'as vraiment fait une barre, quoi. Et t'es comme ça, et t'es genre un immeuble, et c'est ça. Et régulièrement, c'est ça parce qu'il y a une espèce de truc un peu magique qui se passe avec la mémoire qui est vraiment excellent. Je sais pas très pro, je montre avec mon C'est ça. téléphone, mais voilà, On voit bien. C'est très bien, mais voilà, c'est donnez-lui une chance si vous en avez jamais entendu parler. Franchement, en soirée avec des potes, etc., ça peut que marcher. Il y a Moi, sur des les accros du 3 jeu qui jeux, disent que Lucky Numbers, il l'utilise pour ses élèves, parce que voilà, c'est un jeu, voilà, un jeu j'ai pas simple mal joué. et Moi, c'est plus un jeu de 2021, Lucky Number. Je l'ai récupéré à Noël. Et j'ai beaucoup joué là à deux sur ce début d'année.
Autrement, moi, j'ai été très jeu coopératif en 2020, je pense, parce que j'ai beaucoup joué à 2, parce que c'est mes jeux préf, je pense. J'ai beaucoup joué à 50 missions, qui est pareil, beaucoup de C'est gens ont bien ça trouvé aussi. ça vraiment très laid et sont potentiellement un peu passés à côté. J'en ai fait vraiment un nombre incalculable de parties. Moi, le graphisme me dérange pas et j'ai vraiment trouvé ça très très malin. Il y a vraiment un truc addictif de est-ce qu'on peut battre notre record, jusqu'où on peut aller, etc., qui est bien fait. À 2, on a fait la campagne entre adultes et avec autant de plaisir que la première fois, on a fait la campagne de Zombie Teens Evolution de Annick Lobé chez Le Scorpion Masqué, qui apparaît comme étant un jeu pour enfants et clairement plutôt un jeu pour les enfants, mais auquel on a beaucoup de plaisir à jouer à 2 avec Elodie pour découvrir, ouvrir des enveloppes, qu'il se passe des trucs. Vraiment, on s'est vraiment très très fort marré. Si je devais citer un troisième truc, je me suis quand même bien éclaté sur les nommés à Cannes sur Micro Macro pour le coup, qui m'a un tout petit peu déçu par son aspect un peu rapide et facile. Je m'attendais à une plus grosse expérience de jeu. Il y a quand même vraiment des enquêtes qu'on a fait en 2 minutes et c'était un petit peu. Il y avait un côté de. C'est pas mal cette olive. Est-ce qu'on peut avoir le plat de résistance qui va avec? Mais il y a aussi des enquêtes sur lesquelles on s'est un peu plus immergé. Et puis j'ai trouvé l'objet vraiment très impressionnant et très sympa, quoi. Bruno, il est pas d'accord. Concept énormissime et hyper séduisant, etc. Par contre, moi j'ai un problème, c'est que je suis vieux et que même avec des lunettes, une loupe, à un moment donné, pour moi, ça devient désagréable. C'est-à-dire que je suis fasciné par l'objet, mais mon expérience à moi, du coup, elle me retient un peu à cause de ça. Non, mais bah voilà, Une après, qui se croise au bout d'un moment. C'est mal à la tête, en fait. Ah, il a raison, entre joueurs En même faudrait une temps, je version trouve que XXL. Tu as un truc qui prend ta bâche micro macro de 5 mètres par 2. 3D, puis ça s'appelle une ville. Micro macro taille réelle, avec des vrais meurtres dans une ville, tu te balades. Et tu se Et cette poursuis. personne est décédée. Si vous voulez. Connecté à Euh, BlackRock. bon, ma petite dernière question. Allez, après, je vous embête vraiment plus. C'est quoi vos prochaines. Alors, moi, j'ai vu du côté de. Alors, bon, bah, Bruno, moi, celle que j'attends, qui m'a marqué, c'est Mandragora, qui va être chez Studio H. Bah, la photo sera encore mieux que. La boîte sera encore mieux que la photo que j'ai mis, hein. Mandragora. Et ça va être. Siriex, De quoi? avec Siriex, ça va Hmm. être un jeu que j'ai fait avec Florian Siriex chez donc effectivement Studio H, et c'est un jeu de cartes super familial dans lequel on est des sorcières, on a envoyé notre assistant récupérer des ingrédients dans les différentes boutiques et on essaye de les combiner pour balancer des sorts, etc. Voilà, c'est classique, efficace, mignon. Voilà, on verra ce que ça donne. Moi, on continue à y jouer régulièrement ici, alors que tu vois, on en a déjà fait plein de parties. Mais voilà, c'est cool. Ouais, moi il me tente bien. Le graphisme et tout, l'univers, bah voilà, ça va être sympatoche. Et puis pour toi Théo, alors moi Théo, j'ai pas trouvé de future sortie pour toi. Je suis archi désolé, je suis sûr qu'il y en a. Et moi j'ai juste pris le prototype que j'ai vu sur Instagram. Mais Je suis un moins bon communicant que Bruno sur ça, parce que je suis pas sûr des dates de sortie aussi, donc j'arrive pas trop à me dire quand est-ce que sortent les choses. Alors j'ai pas de boîte non plus parce que j'en ai pas encore, mais je pense que la prochaine sortie c'est Tucano, dont j'ai juste la couverture sur un bout de papier accroché à côté de moi dans mon bureau, qui reflète bien sur mon écran en plus. Est-ce que je peux vous voir ça avec je vais faire un make-up, tu fais un petit truc make-up, voilà. Tucano qui arrive chez Helvetic dans leur gamme Pocket, la petite gamme dans laquelle il y a notamment l'excellent jeu Bandido de Martin Negert Anderson, qui est aussi un petit jeu de cartes un peu de la famille des petits jeux malins très légers où on joue des toucans qui doivent réussir à manger les meilleurs fruits possibles, qui reprend un peu le principe général de récupération de cartes que j'avais développé dans Sea of Clouds, mais pour le simplifier à l'extrême et en faire un jeu plus accessible, plus famille. On est entre le jeu enfant et le jeu familial pour le coup. Et j'avais vraiment envie de bosser avec Helvetic, donc je suis très content d'avoir signé avec eux. Et puis en parallèle, à peu près sur la même date, du coup, l'extension de Foufoufou, qui sera aussi un standalone plaisir d'offrir avec Corentin Lebras, qui est une boîte rose de Foufoufou avec toujours plus de gages qu'on peut mélanger. Un des retours qu'on nous avait fait sur Foufoufou, c'est que vous vouliez encore plus de cartes et encore plus de folie. Ouais. Du coup, on en a rajouté des supplémentaires. On peut mélanger les deux paquets. Et il y a une toute petite méca supplémentaire. Il y a des cartes cadeaux. Quand on pioche une carte cadeau, on la prend pas pour soi, on la donne à qui on veut autour de la table. Puis comme c'est un peu relou d'avoir des cartes, bah, c'est un peu des cadeaux empoisonnés. Mais voilà, je pense que c'est mes 2 prochaines sorties qui arrivent le plus tôt.
Et le reste, normalement, je fais une année 2021 chouette, mais j'ai aucune visibilité, aucune date de sortie sur les projets qui doivent venir pour le coup. T'inquiète pas, sur Instagram, on te fera de la pub pour tous les jeux que tu sortiras. Parce que moi, il y a un jeu que j'ai vu, c'est ça, Landscape. C'est un Ah, proto, tu m'as dit, mais moi, c'est un jeu qui j'ai fait oh, c'est magnifique. c'est marrant parce que j'ai eu des bons retours sur cette photo de proto. Alors que pour le coup, Landscape, je pense que si ça arrive, alors en toute sincérité, là, il est à l'étude chez un éditeur qui est en train de réfléchir dessus. Je ne sais pas si ça aboutira. Donc je suis au moment où je me dis, est-ce que je renvoie un mail demain? Est-ce que je suis relou si je dis, j'ai un peu aux nouvelles ou est-ce que c'est trop tôt? Mais pour l'instant, c'est en réflexion chez un éditeur. Mais je pense que si ça arrive, ça sera pas avant 2024, quoi. Mais Ah bah, j'étais content que le petit effort de graphisme qu'on a fait avec Maxime Rambourg, mon co-auteur de The Loop sur ce jeu-là aussi, a plutôt plu aux gens quand on a diffusé la couverture du proto, mais c'est encore très très loin pour le coup. mais magnifique. Et j'ai vu Bruno que toi t'as montré discrètement hey, hey, King Domino Origins. Et puis j'ai pas vu l'autre boîte par contre que tu as montré. Sobek, pardon, Sobek de joueurs. Sobek 2 joueurs, ouais, chez Catch-Up. Très bon jeu. Et moi je t'ai refait voir King Domino parce que la boîte enfin, elle est très très belle. Non, mais la boîte, là, C'est un ça sera proto. illustré. Hein. Là, c'est un Ah d'accord, prototype bah tu éditeur. vois, Hein. moi je trouve que le côté blanc comme ça c'est très joli aussi. Ça se passe à la préhistoire. C'est un King Domino préhistorique avec des vraies spécificités, de la gestion de ressources, des petits mammouths qui se courent après, des volcans qui balancent de la lave. C'est. Ok, c'est voilà, ça c'est bon, plus simple. Et j'ai vu aussi tout à l'heure une petite question qui était de je m'amuse. Est-ce que tu vas partir sur une extension encore pour Seven Wonders Duel? Peut-être. Rien. Non, non, mais j'en sais rien. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a bouclé Seven Wonders Duel avec Antoine, on n'avait aucune idée qu'on ferait des extensions. Donc on en ferait une. Quand on a fini la première, on n'avait aucune idée qu'on en referait une. Aujourd'hui, on n'a rien dans les tiroirs, pas d'envie particulière. Quand même que Duel, c'est un système de jeu qui est nettement plus fermé que le Seven Wonders de base. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse facilement continuer à ajouter des trucs et des machins sans que ça devienne une usine à gaz. Et en fait, pour moi, il est hors de question que ça devienne une usine à gaz. On a d'autres envies. Et voilà, on a d'autres envies, mais voilà, peut-être repartir du game system pour recréer autre chose. Mais pour l'instant, c'est pas mûr. On n'a même pas commencé à travailler dessus, quoi. D'accord. Et ma petite dernière question, j'en profite. Est-ce que quand vous créez un jeu, vous êtes plus d'abord sur l'univers ou est-ce que vous êtes plus d'abord sur les mécaniques ou voilà, le côté graphisme, voilà, c'est qu'est-ce qui vous fait, tiens, je vais faire un jeu comme ça, tel univers. Qu'est-ce qui en premier vient chez vous? Moi, j'ai pas de vraie réponse. Ça dépend vraiment, vraiment. Et de plus en plus, c'est un peu un truc qu'on évoque régulièrement, cette espèce de dichotomie entre je suis un auteur mécanicien ou je suis un auteur narrativiste, et moi je pars plus du thème ou je parle plus de la mécanique. Et de plus en plus, en fait, moi en me penchant, il y a des jeux sur lesquels je suis parti plus d'une volonté de raconter une histoire. Pas forcément le thème, je m'en fichais, mais c'était. Là, j'ai un jeu de course pour enfants qui arrive chez Loki en 2022. On s'en fichait du thème, ça pouvait être une course dans l'espace comme une course de moto, mais on voulait que ça soit une course. Voir un objet, quand j'ai fait Sticky Chameleon, c'est clairement le matériel qui m'a motivé. Voir, et c'était le cas sur Landscape pour le coup avec Max, et encore plus sur un autre projet sur lequel on bosse en ce moment. Il y a un espèce de truc, mais on ne sait pas exactement quoi, mais qui nous donne envie de faire un jeu, mais c'est pas vraiment le thème, c'est pas vraiment la méca, c'est vraiment on se projette sur à quoi pourrait ressembler la partie, et on se dit c'est ça qu'on a envie que les joueurs ils ressentent à la fin. Mais on n'a aucune idée de la mécanique, on n'a aucune idée de la thématique, même si elle commence à être un peu définie. C'est plus la sensation de jeu, l'expérience de jeu qu'on a en ligne de mire. Et vraiment, tout peut un peu se mélanger, et on peut partir un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que tout peut être inspiration et point de départ. D'accord, merci Et Théo. la seule chose qui compte, c'est l'expérience de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, nos pseudo-analystes, ils ont toujours tendance à démonter les choses en disant la thématique, la mécanique, le matériel, qui sont effectivement 3 points d'entrée. Parce que tu peux effectivement partir du matériel. King Domino, le point de départ, c'était pas la thématique, hein, c'était pas la mécanique. C'était, je voulais faire un jeu avec des dominos. Donc voilà. Et donc Roberto Fraga, il démarre souvent ses jeux sur le matériel. En fait, tout ça, c'est que du discours, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est l'expérience de jeu. Et en fait, la thématique, le matériel et la mécanique ne sont que des outils pour nous, pour
pour créer une expérience de jeu. Donc en fait, c'est que du discours. Si tu restes sur la base mécanique, thématique, matérielle, tu peux faire des jeux qui fonctionnent. Enfin, tu ne pourras pas les prendre en défaut. Ils fonctionnent, ils sont solides, etc. Est-ce qu'ils te font triper? Bah, pas forcément. Donc la seule discours intéressant, c'est qu'est-ce que je vis comme expérience. Et nous, en tant qu'auteurs, c'est la seule chose qui doit nous animer, c'est qu'est-ce qu'on veut faire vivre comme expérience aux gens qui sont autour de la table. Et ça, c'est vraiment beau, parce que alors, finalement, la priorité pour vous, c'est faire du plaisir aux gens à qui vous faites des jeux. Et donc ça, on vous remercie tous, je pense. Ouais, puis même, des fois, c'est un peu égoïste, hein, mais Renaud le dit souvent et je suis assez d'accord. Si je suis en train de bosser sur un jeu et que j'ai pas envie d'y jouer, bah, en fait, je bosse pas dessus parce que c'est chiant. Et donc, égoïstement, je veux faire un jeu où je m'amuse un peu. Et donc, globalement, il faut que je réfléchisse à mon amusement et donc à l'amusement des joueurs et des joueuses autour de la table. Donc, bah, j'essaye de faire un truc où moi je m'éclate et je me dis que très certainement ça devrait éclater un peu d'autres personnes après. The Loop, ça a dû t'éclater. Clairement. Ah. Bon, bah écoutez, messieurs, bah moi, la seule chose que je vous réserve pour le futur, évidemment, c'est que des bonnes choses et plein de bons jeux que vous allez pouvoir nous faire. Et puis, bah, j'espère pour vous quand même un Asder. Ce serait, enfin, surtout pour toi, Théo, ton premier, je te le souhaite, hein. Surtout que tu as fait deux très bons jeux, donc j'espère pour toi que tu en auras au moins un, évidemment. Une très bonne Ouais. continuation pour tout ton futur. Bah là, j'ai vu qu'apparemment, t'en es tranquille pour jusqu'à 2024, donc que de bonnes choses. Et Bruno, bah toi, bah, une très très bonne continuation à toi. J'espère qu'on se reverra à des lives bah, pour, on sait jamais, hein, même pour vous deux évidemment. Et puis bah, merci pour le chat d'être venu, et puis bah, pour vos questions que vous avez pu poser. Merci à tous. Je vous dis une très bonne soirée, Théo, Bruno, à bientôt. Et puis à tous pour une nouvelle émission. Salut à tous! Salut! Oh, ce petit fading là, c'est beau.